Eh bien, mesdames et messieurs, je suis extrêmement heureux et content de vous recevoir si nombreux ce soir aux entretiens du mercredi pour parler de l'avant-projet de loi sur les communes que le Conseil d'État a mis en consultation jusqu'au 31 mars. Et je commencerai tout de suite en disant que ce délai est beaucoup trop court. La consultation a commencé au début du mois de février, le 31 mars. Ça veut dire donc un délai de consultation d'à peine 2 mois, entrecoupé par une semaine de relâche, sur un projet qui fait 182 articles, si ma mémoire est bonne, et qui chamboule quand même de manière assez importante les institutions communales dans le canton. On espère que le Conseil d'État saura prêter l'oreille aux communes qui lui demanderont une prolongation de délai. J'excuse l'absence de M. Olivier de la Créta, qui est absent parce qu'il est à une séance pour parler d'armoiries pour des fusions de communes. Je vous propose ce soir d'aborder ce projet en différentes étapes. Je vais commencer par brièvement évoquer l'histoire des communes vaudoises, mais on ne fera pas l'histoire des communes vaudoises de l'an 1000 à aujourd'hui, mais de rappeler leur profondeur historique. Je rappellerai ensuite les rôles et les tâches des communes dans la loi actuelle sur les communes et comment le jeu institutionnel fonctionne entre la Constitution et la loi sur les communes pour déterminer quel est le rôle des communes dans le canton de Vaud. J'aborderai ensuite les enjeux politiques, on pourrait presque dire anthropologiques, du projet de loi sur les communes et le prisme de lecture que la Ligue vaudoise souhaite plaquer sur ce projet. Il va y avoir des réactions d'ici au 31 mars. Il y a beaucoup de petites communes qui se sont mobilisées. Je ne vais pas m'arrêter sur les questions techniques de fonctionnement du conseil communal, de règles internes à la municipalité. Je ne vais pas évoquer les questions de comptabilité communale parce que je ne maîtrise pas assez ces notions-là. Je vais m'arrêter sur les grandes lignes du projet, les choses qui ont déjà pu être évoquées, soit dans La Nation, soit dans 24 heures, et qui sont, à mon sens, sous l'angle d'attaque institutionnelle de la Ligue vaudoise, des choses qui posent le plus problème. Ensuite, on entrera dans le vif du sujet. On rappellera l'origine, brièvement, de ce projet de loi sur les communes. On évoquera par la bande le contexte politique actuel dans les relations entre le canton et les communes. On commencera ensuite par les constats que fait le Conseil d'État pour justifier la loi qu'il soumet aux consultations. Et ensuite, on abordera les lignes du projet, on soulèvera quelques éléments positifs et on terminera avec des propositions de réforme. Je vais tenter d'être succinct. Orbe, Vevey, Moudon, Oron, Nyon apparaissent déjà comme entités et comme centres sociaux, politiques, économiques dans le haut Moyen-Âge. Souvent sur la base d'implantations romaines. On peut évidemment penser à Nyon, à Lausanne, à Avenches, à Orbe, à certains égards, ou différemment, dans la campagne vaudoise, des villas romaines, entendez des exploitations agricoles, vont dès la fin de l'Antiquité voir s'agglomérer autour d'elles des embryons de vie villageoise. Eh bien là sont les origines de nos communes, et je ne parle même pas des grandes villes romaines, comme Avenches, Lausanne ou Nyon, qui, elles, remontent au début du premier millénaire. À de nombreux égards, les communes sont les structures institutionnelles et territoriales les plus anciennes et les plus stables du Pays de Vaud. Elles préexistent au district qui, je le rappelle, reprenait jusqu'en 2003, pour ainsi dire, les frontières des bailliages bernois, à quelques nuances près, qui eux-mêmes, les bailliages bernois, reprenaient les frontières des seigneuries médiévales. Par exemple, je ne peux m'empêcher de me parler de ma commune d'origine, c'est à l'occasion d'un litige de droit de la propriété, le 23 juin de l'année 1006, que le mot d'Arnay-sur-Orbe apparaît pour la première fois dans les sources. Il ne s'agit pas, je le disais, de faire l'histoire des communes depuis l'an 1000, mais simplement de rappeler combien elle nous plonge au fond des âges et au tout début de l'histoire du Pays de Vaud. Cela met en lumière aussi notre responsabilité à l'égard de ces institutions et ces communautés qui se sont suivies sur ces tout petits territoires qui font du canton de Vaud une mosaïque de confettis communaux
ces petits territoires qui abritent une communauté qui a sa propre histoire sur place et qui y exerce la vie politique quotidienne dans des institutions. Alors, quel est et comment se conçoit dans le canton de Vaud le rôle des communes? Dans le canton de Vaud n'est pas une confédération de communes. Et ce serait faux de lire les rapports entre le canton et les communes de la même manière qu'on lirait les rapports entre la confédération et les cantons. Je prends pour exemple l'article 1er, alinéa 5 de la Constitution cantonale, qui nous dit « le canton, est composé de communes et divisé en districts ». On est très loin de l'article 1er de la Constitution fédérale, qui nous dit que le peuple et les cantons de, suit la liste, forment la Confédération helvétique. Les communes, même si elles ont une longue histoire que j'ai évoquée tout à l'heure, eh bien, elles ne sont pas, si on peut dire qu'à certains égards, elles préexistent historiquement au canton, eh bien, elles ne fondent pas le canton qui a une existence indépendante de ces communes. C'est-à-dire que les compétences des communes, les tâches des communes sont fixées dans la loi et dans la Constitution. Alors, je vais vous lire l'article 138 de la Constitution vaudoise qui nous dit que, outre les tâches qu'elles accomplissent volontairement, les communes assument les tâches que la Constitution ou la loi leur attribue. Donc, il s'agit bien de matérialiser la liste. Les communes reçoivent, elles ont une certaine autonomie, puisqu'on parle d'autonomie communale, elles se font confier des tâches par la loi ou par la Constitution. Et ensuite, il y a un principe de subsidiarité qui est affirmé à l'article 138 toujours de la Constitution. L'État confie aux communes les tâches qu'elles sont mieux à même d'exécuter que lui. Alors, les tâches actuelles des communes sont fixées à l'article 2 de la loi sur les communes. Dans sa version actuelle, c'est la loi du 28 février 1956. On verra tout à l'heure que le Conseil d'État s'arrête longuement au début de son rapport explicatif sur l'âge de cette loi. Je vais vous faire la liste des compétences des communes. L'organisation de l'administration communale. Les communes s'occupent de l'administration des biens de la commune et des fonds à destination spéciale. Elles s'occupent de l'administration du domaine public, le service de la voirie et, dans les limites de la loi spéciale, la police de la circulation. Elles s'occupent des mesures propres à assurer l'ordre et la tranquillité publique, ainsi que la salubrité publique. Elles s'occupent de la lutte contre le feu. Elles s'occupent des tâches assumées, par la commune à ses frais exclusifs, par exemple les services industriels. Et elles s'occupent de l'octroi de la bourgeoisie, donc une étape importante dans le processus de naturalisation. On a d'abord une bourgeoisie communale, puis un indigénat cantonal et enfin la nationalité suisse. Et elles sont aussi compétentes pour fixer des contributions et des taxes communales. Donc elles ont une compétence fiscale. Ça, c'est les grandes compétences classiques des communes vaudoises, sur laquelle les communes, on le sait d'expérience, vont toutes broder leurs compétences. Lausanne mène une politique culturelle qui n'a d'équivalent que celle du canton, et ce n'est pas la commune d'Arnay-sur-Orbe qui va mener une importante politique culturelle, même si offrir de temps en temps la grande salle à la Société Jim pour son spectacle annuel, c'est une forme de politique culturelle. Aujourd'hui, le canton de Vaud compte 300 communes, tout rond. La plus petite est la commune de Mora, qui a 65 habitants, et la commune de Lausanne est la plus grande, avec 141 418 habitants en 2022. Alors, pour l'anecdote, je vous donne le nom des 4 communes qui comptaient en tout cas moins de 100 habitants en 2022. C'était Mora, Villars-Epnay, Rossanges et Neval. Ces communes sont organisées s'organisent plutôt rassemblées au sein de 2 grandes fêtières, dont on va probablement parler tout à l'heure, au sein de l'UCV, l'Union des communes vaudoises, qui regroupe 300 membres, autrement dit toutes, et l'ADCV, qui regroupe 78 ou 79 membres, puisque la commune de Villars-Souillon vient de la rejoindre à fin février.
Alors voilà pour ce bref panorama. Je pars du principe que chacun est quand même accoutumé avec la vie d'une commune, parvient à matérialiser quelles sont ses tâches, mais n'hésitez pas, dans le cadre de la discussion, à poser des questions si l'une ou l'autre chose vous est un peu obscure. Je vous parlais tout à l'heure des deux enjeux à travers lesquels la Ligue vaudoise se proposait d'aborder de manière générale la problématique de la place des communes dans le canton de Vaud. Eh bien, d'abord, la première chose à affirmer, c'est que la commune est le cadre d'exercice du pouvoir local dans le canton de Vaud. Et en fait, le fait que ce soit le cadre d'exercice du pouvoir local ne doit pas... C'est pas parce que c'est local qu'on doit se dire, mais en fait, c'est prosaïque, c'est sans intérêt. Et on va voir qu'à travers cette loi vont se cristalliser des questions fondamentales sur l'organisation du pouvoir, l'organisation des institutions. On peut penser à la problématique très importante de la légitimité, la problématique de l'unité du pouvoir, la problématique du principe d'autorité. Quand on parle du syndic, la problématique du principe d'autorité personnelle et la problématique de la souveraineté populaire également. On en parlera peut-être lorsqu'on parlera du référendum sur les plans d'assainissement communaux. Et ça, c'est le premier angle d'attaque. C'est de se rappeler qu'au niveau communal se jouent des enjeux politiques fondamentaux, des enjeux politiques et pas que, j'avance sur ma conclusion, pas que des enjeux administratifs et de gestion de politique publique. Le deuxième angle d'attaque général sous lequel la Ligue vaudoise aborde ces questions-là, qui est peut-être en fait l'enjeu politique le plus important du siècle lorsqu'on parle de mondialisation, c'est la problématique de la correspondance entre l'échelle communautaire et l'échelle institutionnelle. C'est la correspondance entre le niveau communautaire et le niveau institutionnel, où s'arrête la communauté et qu'est-ce que les institutions englobent. On peut prendre l'image du calque. Dans notre conception, il faut que les institutions épousent au mieux comme un papier crêpe comme ça qui descendrait sur le pays et il doit épouser les contours du pays, eh bien, y compris lorsque c'est une mosaïque de petits confettis. Adopter cette perspective de dire que les institutions doivent se corréler au niveau communautaire réel, eh bien, c'est adopter une perspective qui n'est absolument pas technocratique, mais qui est principalement politique, et ce n'est pas la perspective de la taille critique, mais on y reviendra. Alors, d'où ce projet de réforme de la loi sur les communes nous vient-il? Alors, il y a ici des mémoires de la politique vaudoise dans la salle qui me corrigeront si je me trompe. Le projet remonte à Béatrice Métro, la prédécesseuse de Christelle Luisier. Je rappelle qu'on vient de sortir d'une réforme de la loi sur l'exercice des droits politiques qui a confirmé l'utilisation ou le recours au scrutin proportionnel pour l'élection dans les conseils communaux des 3000 habitants. Ce volet-là de la loi sur les droits politiques ne peut pas être écarté de la réflexion sur les communes. Je vous rappelle que l'initiative SOS Communes, déposée par les communes membres de l'Association des communes vaudoises, est toujours pendante. C'est une initiative qui demande en gros, que le canton paye les dépenses sociales qu'il décide. Et je vous rappelle qu'il y a environ 2 ans, un accord canton-commune sur le rééquilibrage de la péréquation intercommunale a abouti. Fort heureusement, ça avait été salué dans la nation. Lorsque les relations entre le canton et les communes sont sereines, il faut toujours le saluer. Il en va aussi de l'unité du canton. Alors, à l'heure de soumettre au Pays réel vaudois son rapport explicatif pour son projet de loi, le Conseil d'État fait un certain nombre de constats pour justifier ces démarches. Je vais vous en lire un extrait. Non, les lectures d'extrait sera pour tout à l'heure. Il soulève... Oui, je commence. Ça commence comme ça. L'actuelle loi sur les communes est entrée en vigueur en 1956, il y a presque 70 ans. Elle a depuis lors été modifiée à 36 reprises, parfois de manière importante, parfois sur quelques détails techniques.
Elle n'a toutefois jamais fait l'objet d'une réforme d'envergure. À l'époque, le canton comptait moins de 400 000 habitants, répartis dans 388 communes. Aujourd'hui, le canton de Vaud comprend, ouvrez la parenthèse, encore, fermez la parenthèse, 300 communes pour environ 850 000 habitants. La plus petite en a 66, la plus importante, 150 000. Le Conseil d'État, on déduit ici que la morphologie physique du canton a changé et que cette vieille loi de 1956, malgré ses modifications à 36 reprises, ne serait plus adaptée. Ce serait une loi du siècle passé. Le Conseil d'État constate également, non sans raison, qu'il y a des problèmes de gouvernance et de légitimité dans ce qu'il est convenu d'appeler l'intercommunalité. L'intercommunalité, on y reviendra tout à l'heure, c'est l'ensemble des structures qui permettent à des communes de collaborer entre elles, que ce soit actuellement par le biais de l'entente intercommunale, par le biais de l'association de communes. Effectivement, le Conseil d'État considère qu'il y a des pans entiers de l'activité des communes et souvent de leur budget qui échappent aux autorités démocratiquement élues, puisqu'on crée en fait des niveaux intermédiaires entre les communes et l'État qui sont dotés d'un budget. Les grands exemples, c'est par exemple les associations de police intercommunale, la gestion des eaux, la gestion du service du feu, par exemple, qui se fait de cette manière. Le Conseil d'État relève également qu'il y a de plus en plus des problèmes de collégialité et des tensions au sein des communes. On nous dit, loin de remettre en cause les équilibres actuels, l'avant-projet apporte des clarifications susceptibles de faciliter les relations entre municipalités et conseils. De même, on constate depuis quelques années des problèmes de fonctionnement au sein des municipalités dans lesquelles la collégialité est difficile à appliquer. L'avant-projet prévoit ainsi quelques mesures à même de renforcer cette collégialité, telles que l'institution d'un programme de législature permettant à la municipalité de se fédérer derrière un projet commun. Je ne peux pas m'empêcher de trouver que le ton est un peu celui d'un gentil organisateur de camp scout qui veut fédérer et créer de l'esprit de corps au sein des municipalités vaudoises. Il n'en demeure pas moins que certaines affaires ont défrayé la chronique dans les dernières années. On peut penser à des histoires souvent liées à des problématiques de violation du secret de fonction. On peut penser à ce qui s'est passé à Vevey. On peut penser à ce qui s'est passé à Nyon, à Pries également. Et effectivement, il y a parfois des tensions et des ruptures de collégialité. Mais je me permettrai d'ajouter quand même que des ruptures de collégialité, il y en a au Conseil d'État aussi, et il y en a aussi au Conseil fédéral. Elles sont parfois moins spectaculaires, mais lorsqu'une information fuite dans la presse sur la démission du chef de l'armée, eh bien, on peut toujours se demander ce qu'il en est. Le Conseil d'État est conscient que le rôle de l'État peut paraître problématique et il comprend bien que le rôle de l'État à l'égard des communes a à plusieurs reprises été questionné ces dernières années. Et si les communes reconnaissent la nécessité d'une intervention cantonale dans certaines situations, notamment en cas de crise, celle-ci se heurte également au principe d'autonomie auquel les communes sont également très attachées. Il s'agit donc de renforcer le rôle des préfets qui jouent un rôle central dans les relations entre l'État et les communes, entre appui et surveillance. Et enfin, le Conseil d'État termine en rappelant que la société s'est complexifiée, que les attentes des citoyens sont de plus en plus importantes à l'égard des autorités communales ou municipales. Et cela est vrai également. La charge normative qu'un municipal doit aujourd'hui appliquer, eh bien, est évidemment beaucoup plus lourde qu'en 1956. Mais les communes n'en sont pas responsables, ce serait aussi bien de le rappeler. Alors, ces constats tiennent sur 2 pages, on comprend dans quelle direction il va. Je regrette quand même que les constats ne soient pas plus exemplifiés. Alors, je peux imaginer la volonté de ne pas désigner des communes du doigt, mais c'est un certain nombre de statistiques aurait pu éclairer le propos, des statistiques ciblées. Par exemple, combien de démissions y a-t-il eu au cours de législature dans les 10 dernières années? Combien dans les municipalités? Combien y a-t-il eu de municipalités qui n'ont pas réussi à repourvoir des postes de municipaux dans les délais légaux?
Quelle est la durée moyenne d'un mandat du municipal vaudois? Quel est, par exemple, le nombre de plaintes par habitant adressées au préfet dans l'année? Combien d'arrêts de la Cour de droit administratif et public, ou quelle proportion des arrêts de la Cour de droit administratif et public ont donné tort à des communes, ce qui permettrait de témoigner des difficultés croissantes des tâches auxquelles les municipaux sont confrontés. Malheureusement, on n'a pas ces éléments qui auraient permis effectivement de discuter un peu plus sur pièce, mais peut-être que la publication de ces chiffres pourrait encore parvenir. La perspective générale du projet, avant d'entrer dans certains aspects particuliers, la perspective générale du projet, c'est de viser ce qu'on appelle depuis une quinzaine d'années dans le canton de Vaud des communes qui atteignent la taille critique de 3000 habitants. Je ne sais pas, j'aimerais bien savoir comment ce chiffre de 3000 habitants a un jour été fixé, mais l'objectif est d'inciter les communes à atteindre la taille critique de 3000 habitants. Eh bien, comment? Eh bien, d'abord par l'intercommunalité, puis ensuite par la fusion, mais on verra certains incitatifs extrêmement clairs qui sont imposés aux communes pour qu'elles avancent dans cette direction. Ça, c'est la perspective générale. Alors, quels sont les points d'accroche principaux du projet? Parce que, je vous disais, 182 articles, il y a énormément de choses, hein. C'est extrêmement touffu. Il y a énormément de questions techniques, autant en ce qui concerne le financement, les questions financières de comptabilité communale, les questions de plafond d'endettement au conseil communal, les problématiques d'incompatibilité, il y a des problématiques de l'intercommunalité, de la manière de conclure des contrats de droit administratif, des compétences du préfet, de l'organisation des assemblées régionales. C'est vraiment l'ensemble de la vie communale qui est embrassé dans ce projet de loi. Je vais me concentrer sur ce qui a déjà attiré l'attention de la Ligue vaudoise. La première chose, c'est la liste des compétences, qui est déplacée de l'article 2 à l'article 3. Les attributions communales dans le projet sont toujours les mêmes à 2 réserves près. Vous vous souvenez que tout à l'heure, la compétence, la dernière, celle de fixer les contributions et taxes communales, était listée comme une tâche des communes. Actuellement, elle n'est plus listée comme une tâche des communes. Elle est détachée dans un alinéa particulier qui prévoit, c'est l'alinéa 4 de l'article 3, les communes prélèvent des impôts et des taxes dans les limites du droit cantonal. Le Conseil d'État détermine les émoluments qu'elles peuvent percevoir. Formellement, cette précision est juste d'un point de vue juridique dès lors que, entre 1956 et aujourd'hui, est entrée en vigueur la loi sur les impôts communaux, qui est une loi cantonale qui fixe quelles sont les taxes et impôts que le canton a le droit de lever. Certains sont plus compétents que moi en la matière dans la salle, mais je ne suis pas sûr qu'un règlement communal puisse être, sans loi sur les impôts communaux, une base légale suffisante. On y reviendra dans la discussion. Mais on voit déjà ici quand même il y a une manière de glissement. C'est-à-dire que la perception des taxes et impôts n'est plus une compétence communale de plein emploi, comme ça, comme on pourrait dire, comme le service du feu ou l'octroi de la bourgeoisie. C'est une compétence communale qui est détachée de la liste des compétences et dont on rappelle qu'elle doit intervenir dans les limites du droit cantonal. Une autre modification qui m'inquiète un peu plus, c'est celle qui prévoit que les communes peuvent octroyer des subventions dans les limites du droit cantonal. C'est l'alinéa 5 de cet article 3, ce nouvel article 3. Et que les subventions doivent reposer sur un règlement communal au sens de l'article 4 de la loi sur les subventions. Là on voit qu'on atteint vite... Là, objectivement, on rajoute une couche de difficulté. Il y a énormément de communes dans les petites communes, qui font ce que j'appelle du subventionnement indirect par des prestations en nature. Et évidemment, il faut que chacun de ces petits gestes communaux fasse l'objet et d'une décision et qu'elle soit conforme au règlement communal sur les subventions, eh bien on voit quand même qu'on alourdit la tâche. On alourdit la tâche du boursier, on alourdit la tâche du secrétaire
du secrétaire municipal et on impose un nouveau carcan réglementaire dont on peut se demander s'il est réellement opportun. Comment est-ce que vous faites qualifier dans la loi sur les subventions le prêt de la grande salle pour l'Assemblée générale fondatrice de la nouvelle association qui veut vendre des paniers bio avec le paysan bio du coin? Qu'est-ce qu'on fait lorsque la commune offre le vin de la commune pour les 100 ans du club de foot? C'est tout bête, mais c'est tout bête. C'est 2 cartons de vin, mais est-ce que ces cartons de vin doivent entrer dans les qualifications de la loi sur les subventions ou du règlement communal conforme à la loi sur les subventions? Eh bien, je crains qu'on finisse par y arriver. Évidemment, on posera des limites, on dira à la municipalité peut décider seule de ce genre de cadeaux, puis on fera la liste des cadeaux, puis après on parlera de la liste des cadeaux au conseil communal. Donc voilà, ça c'est une première réflexion à propos de l'article 3, que cet article extrêmement important qui fixe les attributions des communes. Le deuxième point sous lequel je veux aborder ce projet, c'est l'article 14 du projet de loi qui parle des programmes de législature. Alors, pour ceux qui m'ont lu dans La Nation, vous avez vu que ça m'a particulièrement énervé. L'article 14 du projet prévoit que, après chaque nouvelle législature et jusqu'au 31 décembre, donc ça veut dire qu'on a 6 mois, la municipalité établit et rend public un programme de législature. Le département en charge des relations avec les communes fixe le contenu minimal du programme de législature en différenciant le niveau d'exigence selon la taille des communes. Alors, le Conseil d'État l'a dit dans l'introduction de son rapport explicatif, l'un des buts, c'est de fédérer les municipalités autour de l'élaboration d'un programme de législature. L'outil en lui-même est évidemment intéressant. Il pose un certain nombre de questions que le programme de législature du Conseil d'État pose déjà actuellement au niveau cantonal. On peut également penser au plan climat, qui est une sorte de sous-programme de législature au niveau cantonal, où on a des textes qui s'imposent comme des textes de référence, alors qu'ils ne sont pas soumis à un contrôle par les outils de la démocratie directe, alors que c'est des textes qui symboliquement ont une portée quasiment infraconstitutionnelle, vu la manière très régulière que les autorités exécutives ont de s'y référer. C'est dans le programme de législature, c'est dans le plan climat, et donc c'est des textes qui sont importants. L'outil reste tout de même intéressant. On ne peut pas en vouloir à une municipalité de vouloir fixer sa stratégie, mais cette obligation imposée aux communes d'adopter un plan de législature dont par ailleurs le contenu a été préalablement fixé, enfin le contenu minimal a été préalablement fixé par le département, c'est évidemment problématique parce que ça touche à la définition même de l'autonomie communale. Est-ce qu'on considère que la commune est assez grande, pour utiliser une expression un peu commune, ou la municipalité est assez responsable pour se doter elle-même d'un programme de législature, quitte à ce que ce soit à la suite d'une impulsion du conseil communal ou du conseil général? Est-ce que la municipalité se dote elle-même d'un programme de législature parce qu'elle se dit que c'est un outil pratique et utilisable? Et beaucoup de communes du canton de taille moyenne l'ont déjà fait. C'est le cas à Lutry, sauf erreur, c'est le cas à Nyon, où il y a déjà des programmes de législature qui sont mis en œuvre. Mais il appartient aux communes de décider si elles veulent en faire un, d'assumer à l'égard aux municipalités, d'assumer devant le conseil communal ou le conseil général si elles veulent ou pas en faire un, et de le justifier. Et ce qui est encore plus problématique, évidemment, c'est que le département se fasse octroyer le droit d'en fixer le contenu minimal. Là, c'est véritablement un risque réel de dirigisme qui se présente. Et ça, c'est quand même problématique. Et à partir de quand est-ce qu'on va avoir, et c'est un risque réel, qu'on ait au Grand Conseil des interpellations, des motions, des postulats pour orienter les contenus des programmes de législature communaux en demandant au Conseil d'État de se déterminer sur le modèle de programme de législature pour les communes de moins de 3000 habitants. Eh bien, on dira, il faut mettre tel élément pour la politique climatique, il faut mettre tel élément pour la politique sociale, tel élément pour la politique culturelle, et on aura des feuilles de route qui vont arriver comme ça.
On y reviendra tout à l'heure, mais une des idées sous-jacentes derrière l'ensemble du projet, qui est une question politique fondamentale à mon sens, c'est celle de la possible, est-ce qu'on accepte ou pas une possible inégalité entre les différentes régions et les différentes communes qui constituent le canton. Inégalité dans quel domaine? Inégalité dans la couverture en services publics et en politique publique. Et on voit bien que le fait qu'il y ait des contenus minimaux dans les programmes de législature qui puissent être imposés aux communes en fonction de leur taille, eh bien, c'est pour que dans tout le canton, on ait des politiques publiques qui soient similaires, à défaut d'être identiques, qui soient menées. Et l'idée derrière la taille critique est aussi la même. Parce que l'idée derrière la taille critique, c'est bien de se dire, eh bien, quelle est la taille critique qu'une commune doit atteindre pour pouvoir offrir à ses administrés, des administrés plus que des citoyens dans ce cas de figure, offrir à ses administrés, eh bien, un panel de services publics qui soit identique d'Ormont-Dessus à Coppet ou à Grandson. J'ai parlé du programme de législature, j'en viens à un autre élément qui est important parce qu'il est symbolique, c'est la question des attributions du syndic. On l'a vu tout à l'heure, le Conseil d'État s'inquiète pour la collégialité dans les municipalités, et il y a évidemment une pondération qui doit se faire ici entre autorité du syndic, autorité personnelle du syndic, et collégialité au sein de la municipalité. Vous savez sans doute que dans le canton de Vaud, et ce n'est pas le cas c'est le cas de peu de cantons suisses, dans le canton de Vaud, le syndic est élu par le peuple à l'issue du scrutin qui a désigné la municipalité. On désigne d'abord les municipaux, et ensuite on fait encore 2 tours au scrutin majoritaire uninominal pour nommer ou désigner le syndic. Et ça, c'est une spécialité vaudoise. Dans le canton du Valais, sauf erreur, les présidents de communes sont désignés par la municipalité. Et je n'exclus pas que dans d'autres cantons, vous me corrigerez dans la discussion, il y ait des tournus qui se fassent pour la présidence sur le modèle du Conseil fédéral. Ça, c'est une particularité vaudoise, le rôle du syndic. Et en fait, c'est une particularité qui a des conséquences anthropologiques et sociales extrêmement fortes dans la structuration du tissu socio-culturel vaudois. C'est-à-dire qu'on décide qu'au niveau communal, il y a une figure qui doit prédominer. C'est-à-dire qu'on favorise évidemment les personnes aptes à être élues, c'est la figure des notables, et le syndic est probablement l'une des dernières expressions institutionnelles de la notabilité dans le canton de Vaud, à la campagne. Alors, on peut ne pas avoir été d'accord avec eux lorsqu'ils étaient en poste. On peut les avoir contestés pour leurs orientations politiques, pour leur attitude, les prises de position qui ont pu nous énerver dans la nation ou ailleurs, mais on ne peut pas dire que le canton de Vaud n'ait pas eu des figures marquantes comme syndic dans les 20 dernières années, vont permettre un certain nombre de donner un certain nombre de noms. Souvent, ça s'accompagne de règnes assez longs. Et ça, c'est quand même assez étonnant. On a des règnes de syndics dans le canton de Vaud très longs. On peut penser à Claude Recordon, à Orbe, qui a régné entre 20 et 25 ans. On peut évidemment penser à Daniel Rosselat, à Nyon, qui est syndic depuis 2008. On peut évidemment penser à Alain Géron, à Pry, qui est syndic depuis 20 ans. On peut rappeler que Béatrice Métro a été syndic de Botton, alors certes une année avant d'être conseillère d'État. Nouria Gorité a été syndic de Morges durant 4 ans. Frédéric Borloo a été syndic d'Aigle durant 15 ans, de 2006 à 2021. Et Christelle Luisier, elle-même était syndic de Payerne durant 9 ans. Et il y a d'autres figures marquantes. On peut penser évidemment à Yves Charrière, à Aubonne, le brigadier. Yves Charrière, les syndics de Lausanne sont des personnalités connues. Il suffit de penser à Daniel Brella, évidemment. Et puis on a aussi des figures locales, qui sont moins cantonales, mais tout aussi importantes. On peut penser à M. Robert Middleton, à Cran-Presselligny, par exemple, un syndic extrêmement dynamique, extrêmement original dans la manière de conduire sa municipalité. Eh bien, souvent, l'activité politique de ces personnalités prolonge en fait leur activité associative ou économique.
Daniel Rossler aurait-il été syndic de Nyons en Paléo? Je ne sais pas. On peut prendre l'exemple de Marie-Claude Chevalier à Orbe, qui est présidente du Football Club d'Orbe depuis des temps immémoriaux. Et en fait, c'est vraiment... Et je vous parlais tout à l'heure de la question du pouvoir personnel. C'est-à-dire qu'un pouvoir personnel, amical et incarné dans la vie quotidienne de la commune, eh bien, ça légitime la figure d'autorité que représente le syndic. Alors, et on peut encore constater une chose avant de venir concrètement à ce que le projet de loi change en matière de figure du syndic. En préparant cette conférence, j'ai simplement réalisé quelque chose de tout bête, qui est pourtant évident, et c'est peut-être parce qu'on a élu un nouveau conseiller fédéral ce matin. Si au niveau communal, le syndic est élu par le peuple, au niveau cantonal, le syndic est désigné par le collège du Conseil d'État pour la durée de la législature, alors qu'au niveau fédéral, la présidence de la Confédération est assurée par un turnus annuel en fonction de l'ancienneté. Et j'ai trouvé assez étonnant cette gradation qu'on a comme ça dans l'identification et la désignation de la figure du chef et du président. Plus on est proche de la population, plus le pouvoir est personnel. Et ce n'est pas une injonction, c'est un constat. Alors, qu'est-ce que le projet de loi sur les communes change par rapport à la loi actuelle en ce qui concerne les attributions du syndic? Eh bien, on va tout simplement lire les textes légaux et vous verrez tout de suite le changement de ton. Mais il faut que je retrouve pour le syndic. Article 72. Alors. Bon, je ne vais pas tous les lire, mais le projet actuel nous dit: le syndic, outre ses attributions spéciales, a le droit de surveillance et de contrôle sur toutes les branches de l'administration. Ça, c'est le projet, c'est la loi actuelle, c'est pas le projet, c'est la loi actuelle. Le syndic préside la municipalité. Le syndic préside la municipalité. Le syndic, ou à son défaut le vice-président, convoque la municipalité de son chef ou à la demande de la moitié des autres membres. Le syndic peut seul décider de convoquer la municipalité. Je crois qu'on peut s'arrêter là. Dans le projet de loi, je vous rappelle qu'on avait avant le syndic préside la municipalité. Et il a le droit de surveillance et de contrôle sur toutes les branches de l'administration. Aujourd'hui, dans le projet de loi, le syndic assure la cohérence de l'action de la municipalité et veille à son fonctionnement collégial. Il coordonne l'activité des dicastères et exerce les attributions que lui confèrent la loi et le règlement d'organisation de la municipalité. Il a le droit de surveillance et de contrôle sur toutes les branches de l'administration. Le syndic dirige l'administration de la commune et supervise le secrétaire municipal. Voilà. Dans le cadre de la direction de son dicastère, le syndic est assimilé aux autres conseillers municipaux. Et avant, on avait le syndic préside la municipalité. Maintenant, le syndic préside les séances de la municipalité et on établit l'ordre du jour. Il convoque la municipalité de son propre chef ou à la demande de la moitié des autres membres. Ça, c'est toujours valable. Alors, la formule qui a été retenue pour décrire la fonction du syndic, qui est d'assurer la cohérence de l'action de la municipalité, a été calquée sur celle qui est utilisée pour la présidence du Conseil d'État. Mais on voit bien, dans la tonalité beaucoup plus technique employée, beaucoup moins directe et incisive, une volonté de faire descendre un peu le syndic de son piédestal pour faire pencher le côté de la balance du côté de la collégialité plus que de l'autorité personnelle. Et à mon sens, ce n'est pas une bonne chose. Un autre élément. Tu as vu aussi à propos du syndic qu'il est plus noté parmi les autorités, quand la liste des autorités communales au début, un des premiers articles. Avant, il disait le syndic, le conseil communal, la municipalité, puis maintenant il le cite. C'est juste. C'est un petit élément aussi. C'est juste. Merci de le rappeler. C'est juste. Ensuite, un autre point de réforme qui va probablement beaucoup faire parler de lui dans la consultation, puis ensuite, si ça est retenu dans les débats au Grand Conseil, c'est les articles sur la structuration d'un noyau d'administration communale embryonnaire.
C'est aux articles 24 et suivants du projet de loi. Je vous lis ce que dit le rapport explicatif à ce propos. C'est à la page 11. Ah, c'est l'article. Voilà. Attendez. Hop. Voilà. Du point de vue du canton, la capacité des communes à mettre en œuvre des politiques publiques est un élément déterminant pour assurer une action coordonnée et efficace et pour concrétiser réellement leur autonomie. Certaines communes rencontrent des difficultés à mobiliser les ressources nécessaires pour répondre aux exigences croissantes de l'administration publique. Du point de vue des communes elles-mêmes, on observe que la gestion administrative repose souvent en grande partie sur les membres des municipalités, dont les mandats sont limités dans le temps et qui ne disposent pas toujours des outils ou des connaissances spécialisées pour assurer la continuité administrative. Enfin, du point de vue des secrétaires municipaux, il ressort que leurs fonctions mériteraient d'être mieux reconnues et valorisées, tant en raison des responsabilités qui leur incombent que des défis liés à l'évolution des exigences administratives. Donc, on voit transparaître une nouvelle fois cette idée de la coordination des politiques publiques sur l'ensemble du territoire cantonal. On voit un souci particulier pour la continuité de l'activité administrative, ce qui n'est pas non plus, quand je vous disais que ça nous permettait de parler de légitimité, ce qui n'est pas non plus sans poser aussi des problèmes vis-à-vis de la légitimité des autorités politiques elles-mêmes, lorsque la continuité est assurée non pas par les municipaux, mais par l'administration communale. Alors comment le projet veut-il structurer une administration communale plus à même d'assurer la continuité? Eh bien, par une mesure assez brutale, en fin de compte, qui est d'imposer des taux minimaux d'engagement pour trois fonctions de l'administration communale. Il s'agit d'imposer un taux minimal, mais qui n'est pas chiffré. Le taux n'est pas chiffré, c'est marqué XX%, et on attend que la consultation permette de dégager des tendances pour ça. L'idée, c'est d'imposer un taux d'engagement minimal pour le secrétaire municipal, pour le boursier et pour le chef du service de l'urbanisme. Pour ces trois fonctions. Alors on précise que ces fonctions peuvent être mutualisées au sein d'un pôle administratif géré par plusieurs communes différentes, mais là on ne donne pas de sous-taux, alors que la question devra obligatoirement probablement se poser également. Encore une fois, c'est comme avec le programme de législature. Qu'il y ait un chef de l'urbanisme, ça peut être très bien. Dans les petites communes, le chef de l'urbanisme, c'est le municipal des constructions, limité avec ses compétences, qui téléphone quand il le faut, soit à l'avocat de la commune, soit à la hotline de réponse de l'Union des communes vaudoises, voire au service de l'État, qui vont aussi répondre à ces questions. Mais encore une fois, si la commune juge qu'il est temps pour elle d'engager un chef du service de l'urbanisme à temps plein ou à temps partiel et de le partager éventuellement avec la commune voisine, eh bien, il faut lui laisser la liberté de le choisir elle-même, parce que la légitimité du chef de l'urbanisme, on sait dans certaines communes, je ne vais pas donner de nom, mais on sait combien dans certaines communes, des ingénieurs ou des urbanistes peuvent arriver avec des idées révolutionnaires sur l'organisation des places de parc en centre-ville et des zones 30, et combien ces personnes parviennent à cristalliser la rancœur des commerçants, la rancœur des riverains, des habitants. On voit qu'il y a quand même un véritable enjeu de légitimité des décisions politiques là derrière. Et lorsque l'urbaniste qui viendra vous expliquer qu'il faut une zone à 30 entre tel magasin et tel magasin, puis il faut des gros pots de fleurs sur les places de parc à la place, eh bien lorsqu'on saura qu'en plus il a été imposé par l'État qui a imposé son taux dans l'avant-projet, dans le projet de loi, et que ce taux, comme il n'arrivait pas à l'atteindre, il a dû trouver des idées pour s'occuper, mais malheureusement c'est un risque, c'est comme ça que ça marche, les décisions n'auront pas de légitimité à cet égard. Donc ici évidemment on voit bien le but, il est extrêmement clair, c'est-à-dire que c'est bien entendu de dire aux communes, si vous n'arrivez pas à occuper
un fonctionnaire à tel pourcentage, eh bien, il faut vous organiser différemment. Vous allez d'abord faire de l'intercommunalité, et puis à terme, on espère que vous fassiez une fusion. Ça, c'est un des aspects les plus... à mon avis, l'un des aspects avec l'intervention du département qui fixe le contenu des programmes de législature, c'est un des aspects les plus directifs du projet de loi. Ensuite, un autre élément, c'est la problématique des incompatibilités. Actuellement, dans la loi sur les communes, les incompatibilités de c'est qui n'a pas le droit de siéger avec qui en raison de ses liens de famille. Actuellement, c'est l'article 48 de la loi sur les communes qui fixe les incompatibilités. C'est en fait assez simple. Vous ne pouvez pas siéger avec votre époux ou votre épouse, ni avec vos parents et alliés en ligne ascendante et descendante. Vous ne pouvez pas siéger à la municipalité avec vos enfants ou avec votre épouse. Vous ne pouvez pas non plus siéger avec votre oncle, votre tante, vos neveux, vos nièces de sang, vos cousins et cousines germaines. Mais ça, dans la loi actuelle, c'est uniquement dans les communes de plus de 1000 habitants. À Arnay-sur-Orbe, 610 habitants, vous pouvez siéger à la Muni avec votre cousin. Et c'est la même chose pour les beaux-frères ou les belles-sœurs. Dans les communes de plus de 1000 habitants, vous ne pouvez pas siéger à la municipalité avec le frère ou la sœur de votre conjoint. Et vous pouvez dans les communes de moins de 1000 habitants. Et j'ajoute que aujourd'hui, dans les communes de moins de 400 habitants, vous pouvez encore obtenir des dérogations. Alors, ça me rappelle ce qu'on apprenait en histoire du droit, lorsque le pape avait dû intervenir dans le Val d'Anivier au Moyen-Âge, parce que les règles sur la consanguinité dans les mariages officiels de l'Église catholique étaient beaucoup trop strictes, et dans le Val d'Anivier, personne ne pouvait se marier en raison des règles d'interdiction. Et bien évidemment, c'est le même enjeu, c'est un enjeu similaire en tout cas ici. Alors, eh bien, qu'est-ce qui change dans l'avant-projet ? Deux choses. La limite des 1000 habitants saute, c'est-à-dire que ces incompatibilités vont désormais s'appliquer, pourraient désormais s'appliquer à toutes les communes du canton. Donc à Morat, vous ne pourrez plus siéger avec votre neveu ou votre beau-frère. Et en plus, un autre ajout, c'est que ceux qu'on appelle les membres supérieurs de l'administration communale, c'est-à-dire le secrétaire, le boursier, le chef du service de l'urbanisme, un éventuel chef de la voirie, enfin, ce genre de fonctions, eh bien, sont également soumises aux mêmes incompatibilités. Vous ne pouvez plus engager la belle-sœur du municipal pour faire la bourse. Donc, on étend les incompatibilités, ce qui va évidemment poser des problèmes dans les petites communes, parce que c'est souvent des communes dans lesquelles on a déjà de la peine à trouver des municipaux, et maintenant on va augmenter les règles, on va encore resserrer les mailles du filet ou du tamis pour sélectionner qui peut accéder, qui peut prétendre être élu. Eh bien, ce sera encore plus problématique. Imaginez lorsque vous en avez qui sont élus, il faut les distinguer. Enfin, bon, c'est une histoire à bringue aussi. Voilà une règle sur les incompatibilités qui va indéniablement poser des gros problèmes dans les petites communes. Un des gros sujets, puis en fait j'en viendrai à ma conclusion, un des gros sujets du projet de loi, c'est la question de l'intercommunalité. L'intercommunalité, je vous le disais en introduction, c'est l'ensemble des outils qui permettent à des communes de mutualiser leur action, de mutualiser leurs forces pour mener ce qu'on appelle aujourd'hui une politique publique. Je citais l'exemple des pompiers, des stations d'épuration, du tri des déchets, de l'eau, de la police intercommunale lorsque vous n'êtes pas sous contrat avec la gendarmerie. Alors, la critique historique faite à l'encontre de l'intercommunalité, c'est son manque de légitimité démocratique. C'est de considérer qu'il y a un moment à partir duquel il y a comme un décollage entre les processus politiques communaux et les processus politiques intercommunaux, et que les communes perdent directement leur influence sur des pans entiers de leur activité. C'est difficilement contestable.
c'est vrai. C'est vrai. Il y a des enjeux financiers qui sont importants là derrière, puisque une police intercommunale, on peut penser à l'association Police Lavaux, Police Riviera, la police de l'Ouest lausannois, par exemple, qui regroupe toutes les communes de l'Ouest lausannois, c'est des très très gros budgets en termes d'équipement, de charges salariales. On peut aussi penser aux services d'incendie et de secours, malgré les subventions de l'ECA. C'est aussi des très très gros budgets. Et c'est clair que la problématique du contrôle politique de ces budgets est importante. Les propositions qui sont formulées par le Conseil d'État, c'est d'abord de supprimer l'entente intercommunale, qui est un outil actuel. C'est en fait l'entente intercommunale, c'est exactement ce que ça dit. C'est-à-dire que c'est une convention entre plusieurs communes. Il y en a 130, je crois, dans le canton actuellement. Une convention entre communes, mais qui ne crée pas une entité avec une personnalité juridique, mais c'est une entité qui généralement finit par avoir, de droit ou de fait, finit par avoir un budget qui est quasiment pas surveillé, et ça pose problème. On propose donc de supprimer l'entente intercommunale. Je dois avouer que j'ai de la peine à dire si c'est une bonne ou une mauvaise chose. L'association de communes, généralement, permet de faire le même travail de manière beaucoup plus structurée, puisque l'association de communes, c'est d'une certaine manière, c'est une association, comme son nom l'indique toujours, dont les membres sont les communes, qui a un comité directeur, qui correspond soit au comité d'une association de droit privé, soit à une municipalité, et qui a une assemblée générale qui contient des délégués des conseils communaux qui fonctionnent comme l'organe législatif ou délibérant de l'association intercommunale, et il gère son budget également. Là, on a vraiment un niveau intermédiaire. Alors, le but, c'est pas explicitement dit dans le projet, mais c'est évoqué dans les questions du questionnaire pour la consultation. Une question qui s'est posée, c'est celle de limiter le nombre de communes qui ont le droit de siéger dans une association de communes. Alors, la question nous est posée, faut-il une limitation à 5, 7 ou 9 communes on se demande bien pourquoi il faudrait faire une limite générale. En réalité, c'est quand même assez arbitraire. Lorsque vous avez un bassin versant qui justifie un certain réseau de captation des eaux, eh bien, vous n'allez pas dire à la dernière commune, tant pis, on ne va pas te prendre avec, parce qu'on a atteint la taille légale. Mais ça, c'est une question un peu subsidiaire, puisqu'elle n'est pas, sauf erreur, elle n'est pas dans la loi. Évidemment, l'intercommunalité est un problème. Si on considère que l'autonomie s'inscrit dans un processus démocratique qui permet à chacun des citoyens d'avoir une influence en toute transparence sur les actions du niveau d'intercommunalité. Et la réponse, en fait, implicite, c'est de dire, mais puisqu'il y a tellement déjà de services qui ont été mutualisés, pourquoi ne pas fusionner ? Moi, j'ai envie de renverser la perspective. Est-ce que finalement, ce ne serait pas un choix politique, alors assumé à ce moment-là, un choix politique d'admettre l'intercommunalité avec ses défauts, mais de considérer tout simplement qu'elle ne justifie pas une fusion ? Est-ce qu'on ne veut pas simplement s'en accommoder ? Ça peut aussi être une orientation. On n'a pas toujours besoin de régler les problèmes qui apparaissent. Est-ce qu'on peut s'accommoder de cet apparent déficit démocratique dans la question de la gestion des eaux ou dans la question de la gestion du service d'incendie et de secours avec d'autres communes, donc dans le cadre d'autres équilibres? C'est une question qui vaut la peine d'être posée. Ou en tout cas, est-ce que c'est un problème suffisant pour justifier une fusion que le fait qu'une bonne partie ou que beaucoup des compétences communales aient été déléguées dans des organes intercommunaux? Les problèmes qui peuvent justifier une fusion, eh bien évidemment, on les connaît. C'est lorsque on n'arrive plus à trouver des municipaux. Ça voilà. Là, lorsque plus personne ne veut faire le job, bien évidemment, on n'a pas tellement le choix. On n'a pas tellement le choix et on peut se faire absorber. Arnay-sur-Orbe pourrait se faire absorber par la grande commune d'Orbe où les candidats se pressent au portillon. Ça, c'est un véritable problème de fonctionnement dans la durée des institutions communales. Mais est-ce que la transparence, plus que la transparence, la légitimité partielle du budget du service de station d'épuration, c'est un enjeu suffisant pour justifier une fusion? Est-ce qu'on ne veut pas laisser à la commune encore la part congrue de ses compétences qu'elle a
et qu'elle exerce pleinement, finalement, c'est une question qui mérite aussi d'être posée. Parce que, avant de revenir à quelques propositions, une des constantes du projet de loi, c'est notamment le cas en lien avec la collégialité, c'est la crainte du désordre et la crainte des tensions, la crainte des problèmes. Je reconnais là une posture très radicale, évidemment. Pas de vagues, on résout les choses comme ça, il faut éviter qu'il y ait des ruptures de collégialité, mais en même temps, c'est des choses qui sont inhérentes à la vie politique. C'est inhérent à la vie politique qu'on s'engueule à la Muni. On ne saura jamais pourquoi Viola Amerd a démissionné, eh bien, on ne saura peut-être jamais pourquoi le municipal XY a démissionné, ou plutôt oui, parce qu'il ne s'entendait plus avec son collègue. Le fait qu'il y ait des tensions dans les collèges exécutifs, eh bien, ça fait aussi partie du jeu. On le voit au Conseil d'État, on le voit au Conseil fédéral. Je ne vois pas pourquoi on voudrait essayer de s'en prémunir au niveau communal. Les municipaux ne sont quand même pas des enfants qu'il faut protéger. Eh bien, c'est un peu la même chose avec l'intercommunalité, finalement. Même si ça marche, si c'est pas rein démocratique, comme ça, si c'est pas purement démocratique, eh bien, ça pourrait aussi très très bien aller. Alors, le délai de consultation est au 31 mars, la Ligue vaudoise va répondre, mais on va aussi formuler quelques propositions. Alors, on ne va pas formuler des propositions qui sont des propositions cosmétiques, enfin pas cosmétiques non, mais de détails, de choses comme ça. La Ligue vaudoise n'est pas accoutumée des subtilités de la politique communale. On ne va pas émettre d'avis sur le fonctionnement des commissions dans un conseil communal d'une commune de 12 000 habitants. En revanche, il y a peut-être 3 grands axes qu'on peut proposer. Et si les problèmes de collégialité dans les communes de taille moyenne, parce que les cas qui ont été médiatisés, c'est des communes, Nyon, Pries, Vevey, c'est des communes importantes, mais et si les problèmes de collégialité étaient dus à la présence des partis dans les municipalités et les conseils communaux. Est-ce que finalement, faire s'éloigner les partis du conseil communal n'est pas une solution en couplant la réforme de la loi avec une augmentation du fameux seuil de 3 000 habitants pour qu'il y ait l'élection obligatoire à la proportionnelle. Parce que qui dit élection à la proportionnelle dit influence des partis, parce qu'il y a des listes à constituer. D'autant plus que l'élection à la majoritaire, maintenant, se fait sur liste unique, depuis la dernière réforme de la loi sur l'exercice du droit politique. Et ça, c'est vraiment une réforme importante du système d'élection à la majoritaire. C'est que vous n'avez plus qu'une seule liste, et c'est pas comme on a vécu à Lausanne les dernières années, où on a une sorte de proportionnel qui ne dit pas son nom, où chaque parti fait sa liste à la majoritaire avec des apparentements, puis en fait, vous le votez en bloc, la liste du parti qui vous convient. Si on veut vraiment se faire dégager des personnalités, eh bien on a la liste à la majoritaire où on coche, ils sont classés par ordre alphabétique, et puis on coche les candidats. Même si pour le moment ils sont classés par parti, ce qui est encore à corriger. Ça, c'est une réflexion. Est-ce que les partis doivent être mis à distance des communes de 3 000 habitants et plus? On pourrait repousser le seuil à 5 000. Je sais qu'il y a actuellement des discussions là autour au Grand Conseil, sauf erreur à la suite d'une initiative des Benedictis qui avait été mentionnée dans La Nation. Et qui a passé de moins de 3 000 à 3 001 au début de la semaine passée. Donc, les Chandons, ça a justement basculé il y a quelques jours. D'accord, merci. Une autre réflexion qui est en lien avec les réflexions que le Conseil d'État se fait dans ce projet autour du rôle des préfets. Puisque, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, je le dis rapidement, aussi vous donner la parole à vous, les préfets gagnent en épaisseur et en compétences. Ils ont notamment maintenant une compétence de convoquer de leur propre chef, ils auraient dans le projet, compétence de convoquer de leur propre chef des assemblées régionales pour traiter d'un ou l'autre problème qu'ils auraient identifié, des assemblées dont les travaux sont non contraignants. Pourquoi pas? Cette sorte d'état de veau, de micro-états de veau régionaux peuvent être une bonne manière de dialoguer et d'échanger. Ce genre de plateforme existe déjà, mais ce n'est pas une mauvaise idée de les institutionnaliser.
Mais finalement, si on mène la réflexion jusqu'au bout, si on se dit que face à la croissance démographique, 1 million de Vaudois pour 2050, face à la complexification des tâches, face à l'augmentation la croissance des attentes des administrés à l'égard de l'autorité municipale, est-ce qu'une solution ne serait pas, pour rapprocher l'autorité cantonale, incarnée par les préfets, des municipaux, de revenir à 19 districts, tout simplement. En 2003, on s'est trouvé extrêmement malin en passant de 19 à 10 districts. Est-ce que, puisqu'on voit, on a baissé le nombre de districts, mais la population ne cesse de croître. Est-ce qu'une possibilité ne serait pas de revenir à 19 districts? On connaît la carte, hein, c'est pas très très compliqué, ce qui permettrait de donner aussi à ces assemblées régionales et au rôle du préfet un rôle véritable, incarné dans une région qui a elle-même une certaine cohérence. Je vous rappelais les cohérences historiques des districts, mais ces districts, s'ils ont une cohérence historique, c'est qu'ils ont une cohérence géographique aussi. Et j'étais toujours frappé de voir comment à la longue, même en habitant à la frontière du district d'Orbe, quand j'étais petit, eh bien, je n'avais pas de contact avec les gens du district comme enfant, on n'a pas de contact avec les gens du district de Cossonay qui étaient à côté parce que les arrondissements scolaires ne sont pas ensemble, les paroisses s'arrêtent aussi aux frontières du district. Et ça correspond à des réalités géographiques également. Actuellement, je n'arrive toujours pas à me dire que Pompaple est dans le district de Morges, c'est absolument absurde, et que Châteaudet est dans le district de la Riviera, pays d'en haut avec Vevey. C'est aussi absurde. C'est absurde. De revenir à 19 districts. Voilà, ça, ce serait une proposition amenée en parallèle de ce grand chantier de la loi sur les communes. Et la troisième, eh bien, ça, c'est la marotte de la Ligue vaudoise. Il ne nous tient qu'à nous de la relancer. Le Conseil d'État veut des communes fortes dans un canton fort. Et ce sera probablement le slogan de campagne des partisans du projet de loi si il finit dans les urnes, parce que je me réjouirais de la campagne référendaire. Eh bien, des communes fortes dans un canton fort. Mais encore, là, une fois, on a deux conceptions qui s'opposent. Est-ce qu'on veut des communes fortes administrativement, à même de mener des politiques publiques, avec des chefs du service de l'urbanisme engagés plus longtemps que les municipaux, dont on a toujours peur qu'ils aillent dans le journal local pour se plaindre de leurs collègues, ou est-ce qu'on veut des communes fortes politiquement, à même de politiquement s'affirmer face au Grand Conseil? Et là, l'enjeu, c'est pas d'avoir un chef du service de l'urbanisme qui est capable d'aller négocier avec quelqu'un de la Direction Générale de l'Environnement, ils ont fait leurs études ensemble. Non, il faut avoir une commune qui est à même de refuser un projet cantonal. Et la question qui se pose, c'est celle d'introduction d'un droit de référendum des communes vaudoises. En 2007, la Ligue vaudoise a échoué à faire introduire dans la constitution cantonale un droit de référendum pour 10% des communes vaudoises. On nous avait reproché de donner la compétence de lancer le référendum aux municipalités et non pas au conseil communal, au nom du fait qu'il y aurait un problème de déficit démocratique. Eh bien, je suis prêt à me rallier à la position du conseil communal si on a ce droit de référendum, et je pense que c'est un sujet qui doit encore être creusé. Et là, on aurait réellement un contre-pouvoir à l'État qui serait mis en main des communes, et ça freinerait probablement certaines velléités d'imposer à travers le canton des politiques publiques homogènes. J'ai assez parlé, je vous remercie.